Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @BasilicPodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je reçois Alizée. Elle a créé avec son compagnon l'association Hello Tefiti et travaille à la réalisation d'un documentaire. Alizée a eu l'occasion d'être bénévole au sein de l'association Ocean Quest, avec laquelle elle a pu participer à la protection, la conservation et la réhabilitation du corail dans les récifs français. Et c'est ce dont elle va nous parler aujourd'hui. Elle nous partage son expérience en tant que jardinière du corail. J'espère que cet épisode vous plaira. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Alizée, je suis ravie de te recevoir au micro de Basilic. Donc déjà merci de me recevoir Jeanne, c'est très gentil. Bonjour tout le monde, donc moi je suis Alizée, j'ai 28 ans, bientôt 29. Et en 2019, j'ai décidé de créer mon association avec mon conjoint qui s'appelle Hello Tefiti, T-E-F-I-T-I. Dans le cadre de notre documentaire, on a passé 3 semaines aux Saintes, 1 mois et demi en fait en tout en Guadeloupe. Donc pourquoi on en est arrivé là l'année dernière, donc en septembre 2020, on a appris à plonger à Toulon. Avec Sandrine Trévaux, qui est la co-créatrice de l'antenne France d'Ocean Quest. Donc on a appris à plonger parce qu'évidemment, pour faire un documentaire, pour parler des coraux et des océans, c'est un peu plus simple de savoir plonger. Donc du coup, suite à cet apprentissage plutôt intensif mais bénéfique, on a fait un week-end de formation corail. Ça s'appelle formation corail, tout simplement. Ça se déroule sur 2 jours. Et la formation, elle a un côté théorique. Donc, on apprend ce que c'est les coraux, leur rôle. Donc, c'est quand même mieux pour savoir ensuite agir. Et le deuxième temps, c'est la pratique. Donc, comment ça se passe pour planter du corail, en fait, concrètement. Donc voilà, du coup on a fait ça. Malheureusement à cause du temps, on n'a pas fait la partie pratique, mais c'était pas très grave parce que du coup on l'a faite directement sur le terrain en Guadeloupe, donc parfait. Pour moi le documentaire il n'aurait pas été complet si on avait vraiment omis de parler des coraux parce que quand même faut noter que la France est un territoire qui a sous sa responsabilité beaucoup de côtes. C'est le 9e pays du monde qui a le plus de côtes quand même. Et par conséquent, ça a sous sa responsabilité de nombreux récifs. La France est le seul pays qui a des coraux dans les 3 océans, donc l'océan Indien, Pacifique et Atlantique. Donc ça signifie encore une fois que c'est 10% des récifs du monde et 20% des atolls. Donc la France elle a quand même une grande part de responsabilité là-dedans. Donc on a été aux Saintes pour vraiment apprendre à planter des coraux et surtout agir. Parce que en Guadeloupe, comme dans beaucoup d'endroits dans les Caraïbes, en fait les coraux sont menacés. Même plus que menacés, il y a quand même beaucoup d'endroits où c'est détruit. On y reviendra après, mais voilà, donc le but c'était d'aller aux Saintes et de réhabiliter pour le moment une zone en faisant 2 nurseries. Donc là, le but du jeu, c'était de récupérer des coraux, de les planter, de les faire pousser dans une nurserie, donc près de la plage, de les laisser pousser pour ensuite aller les emmener un tout petit peu plus loin sur un endroit où vraiment c'est très 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 abîmé et ça a besoin d'un coup de pouce pour le coup. Et donc vous vous êtes rapproché de Ocean Quest, qui est une association qui a pour mission de préserver ces coraux, de les réhabiliter. C'est bien ça ?
Oui, c'est ça. Donc, du coup, on s'est rapproché d'Ocean Quest France. Donc, en fait, l'action, de manière générale, c'est vraiment le noyau central d'Ocean Quest France. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup les actions. Il y a peu de communication, peu de pub. Le but, c'est vraiment d'agir, en fait. On n'a pas le temps de faire autre chose, donc voilà. Le but, du coup, c'est de sauver et de planter le plus de coraux possible, mais de la façon la plus organique et naturelle possible. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de structure. La façon dont on plante, c'est vraiment une façon qui abîme le moins possible le corail, en fait. Ensuite, le deuxième but, c'est évidemment de réunir le plus de gens possible pour initier à la méthode de plantation, parce que plus il y aura de gens initiés et plus il y aura de jardiniers du corail, et donc on pourra sauver plus de coraux potentiellement. Et enfin, le dernier point, c'est de sensibiliser, bien sûr. Après, c'est un dernier point, parce que comme je le disais, la principale préoccupation d'Ocean Quest, c'est l'action. Mais quand même, sensibiliser, c'est important pour les jeunes générations surtout. Par exemple, en Guadeloupe, Sandrine, elle se rend dans les écoles, au Saintes par exemple, pour parler aux jeunes du corail, parce que c'est vraiment... ils ont juste à plonger et il y a du corail, en fait. Donc c'est vraiment important pour eux de savoir ce qu'ils ont pour le préserver, pour qu'ils agissent avec nous. En fait, le but, c'est pas de prendre leur place, c'est vraiment d'interagir en fait avec tout le monde. Encore une fois, il y a toujours cette question d'harmonie, en fait. C'est pas de venir pour coloniser entre guillemets, c'est vraiment de filer un coup de pouce, et une fois que chacun est autonome, eh bien on n'aura plus besoin de nous. Donc tu l'as dit, la France a un énorme rôle à jouer, puisque on a des massifs coralliens dans plusieurs océans du monde. À quoi servent, c'est une question qui paraît un peu triviale, mais à quoi servent les coraux dans les océans ? Est-ce que c'est une dimension aussi que vous voulez aborder dans votre documentaire ? Quand vous êtes arrivé au Saintes, vous aviez la caméra à la main et les micros tendus. Comment ça s'est passé ? Alors, il y a plusieurs rôles en fait qui sont joués par les récifs. Ça a un rôle de biodiversité. Ils recouvrent que 0,2% des océans, mais par contre, ils accueillent quand même 25% de la biodiversité. C'est énorme, d'où l'importance de les protéger. Déjà, d'une part, ça a un rôle de protection côtière. Ça protège environ 150 000 km de côte dans plus de 100 pays et territoires. Ça absorbe l'énergie des vagues, donc ça protège pour les événements et les catastrophes naturelles. Je vais donner un exemple pour la catastrophe à Sumatra. On se rappelle tous des images et des milliers de morts que ça a causé. Il faut juste mettre en perspective que si la barrière de corail n'avait pas été là, il n'y aurait eu pas des milliers, mais des millions de morts. Donc ça donne quand même l'importance du récif. Autre point, c'est aussi une source d'alimentation pour plusieurs milliers de personnes. Donc s'il y a mort du corail, il y a moins de biodiversité, donc il n'y a plus de nourriture. Et enfin, les derniers points qui sont un petit peu liés, c'est le tourisme et l'économie. Ça attire des plongeurs, ça attire des vacanciers, ça attire des apnéistes. Donc évidemment, ça joue un rôle pour l'économie locale. Après, pour le tourisme, on pourrait quand même dire que c'est important pour l'économie, mais parce que c'est vrai que le tourisme a un impact sur les coraux. Donc ça peut avoir un impact positif, par exemple... quand Ocean Quest France ou peu importe l'antenne ramène des plongeurs ou pas d'ailleurs, on n'a pas besoin d'être plongeur pour planter du corail. Là, on va, entre guillemets, réhabiliter du récif, donc c'est très bien. Mais le tourisme de masse fait du mal à l'environnement. Pas seulement pour les coraux, hein, mais aussi pour la nature de manière générale. Et c'est vrai que quand on est arrivé en Guadeloupe, on avait cette image en fait des coraux multicolores comme on voit partout. Néanmoins, on avait quand même l'idée que c'était abîmé. On partait pas en se disant ça va être génial, tout est beau, c'est parfait. Non, on savait que il y avait un problème, surtout que la Guadeloupe c'est une île.
Donc il y a toujours ce problème de déversement des eaux, donc avec la pollution, les eaux usées, les pesticides, etc. Donc ça a forcément un impact. Mais on ne s'attendait pas à ce que ce soit autant abîmé. En fait, c'est plutôt ce point-là qui nous a beaucoup touchés. Donc on l'a vu en allant voir par nous-mêmes, sous l'eau, avec un masque et voilà, notre caméra. Et on a aussi rencontré plusieurs personnes là-bas qui nous ont parlé de la situation, des personnes qui vivent là-bas depuis une quinzaine d'années, dont c'est le métier et qui ont vu les états se dégrader en fait. Il faut savoir qu'en 40 ans seulement, 40% des récifs et des mangroves ont disparu. C'est pas beaucoup quand on connaît l'âge de la Terre. Ça se dégrade vite, très très vite, en quelques mois, voire semaines. On peut voir la différence à certains endroits. Donc ça va extrêmement vite. Il y a eu 3 épisodes massifs. En 98, par exemple, il y a eu 18% de mortalité à travers le monde. La deuxième vague, entre guillemets, importante, c'était 2010. Et celle de 2016, en dernier lieu, qui nous a tous et toutes marqués, parce que ça a touché, en fait, la grande barrière de corail en Australie. On en a beaucoup entendu parler. Et là, il y a 93% des coraux qui ont blanchi. Donc c'est une catastrophe. Et il y en a plus ou moins 20% qui sont morts seulement en quelques mois sur des colonies qui ont mis 7, 8, 10 ans à pousser. Donc c'est une catastrophe. Voilà, depuis 400 millions d'années, la teneur en CO2 n'a jamais été aussi forte. Ça se dégrade très vite à cause de ça et ça augmente de plus en plus vite et de plus en plus haut chaque année. C'est important de le savoir parce qu'en fait, les coraux, ils sont très sensibles au changement de température. Par exemple, 1 ou 2 degrés, ça peut suffire à provoquer un blanchiment massif. Donc pour nous, 1 ou 2 degrés, c'est pas bien grave parce qu'on se dit, oui, 22 degrés dehors, c'est pas terrible. S'il faisait 23, 24, on serait mieux, on pourrait mettre un t-shirt, etc. Sauf que si on ramène ça à nous-mêmes, en tant qu'être humain, on peut dire que 37,2, c'est à peu près la température qu'on a dans notre corps le matin quand on se lève. Mais si on rajoute 1 degré, voire un petit peu plus, on arrive à 38,5. 38,5, c'est un état fiévreux, donc on est malade. Et les coraux, c'est pareil. À 1 degré de différence, ils peuvent tomber malades. Ça dépend des coraux, encore une fois. Il y a des coraux, des colonies qui vont être toutes blanches, et à côté des coraux qui vont être en parfaite santé. Il y a énormément en fait de coraux et ils réagissent chacun différemment, heureusement, parce qu'il y en a qui sont plus résistants que d'autres et c'est grâce à ça qu'on arrive à développer des super coraux. Je suis pas experte là-dessus ni scientifique, donc je vais pas m'étaler, mais il y a des chercheurs qui en ce moment font des actions en laboratoire pour essayer en fait de créer des super coraux. Donc voilà, après on pourrait parler de l'acidification des océans avec l'augmentation du CO2, mais voilà, on va pas s'étaler là-dessus, mais donc c'est vraiment quelque chose qui est important et à savoir pour comprendre en fait et donc agir et réduire le CO2 le plus possible. Et d'autre part, pour revenir vraiment au concret, ce qu'on a vu en Guadeloupe, c'était assez choquant parce que c'est vrai que quand on connaît les coraux, on s'attend en fait à voir des structures avec des formes, avec des couleurs et là notre première plongée, ça va être un petit peu cliché, mais c'était pas très loin en fait de la réserve Cousteau. Et quand on regarde un peu les images sur internet et les vidéos, on se dit waouh, c'est super beau, c'est vraiment magnifique. Et en fait, quand on met le masque, en fait, on se rend compte que 90% de la réserve, elle est morte. Et ça fait mal au cœur en fait de voir ça parce qu'il y a des coraux qui subsistent. On peut voir des poissons perroquets très beaux, des demoiselles, plein de petits poissons super beaux. Mais voilà, ce qu'on voit en fait au fond de la réserve Cousteau, c'est des cornes d'élan, des squelettes de cornes d'élan, des squelettes de cornes de cerf. Et en fait, avant, les 3/4 de la réserve Cousteau, c'était beaucoup des cornes de cerf. Et maintenant, il n'y a plus que les squelettes en fait.
Après, c'est vrai que non seulement c'est en raison du CO2, c'est aussi en raison d'une bactérie qui provient de Floride et qu'on n'arrive pas à arrêter et qui est assez récente. Donc malheureusement, le combo des deux, ça aide pas. Et le troisième facteur, c'est le facteur anthropique. La réserve Cousteau, évidemment, comme nous, on a pu y plonger, bah, vous pensez bien que tout le monde peut y plonger. C'est vraiment pas loin, en fait, de la plage de Malendur. On peut y aller en canot, et donc c'est pour vous dire, vraiment, c'est très, très proche. Et voilà, les coups de pagaie, bah, ça va vite. Donc ça casse un corail, le corail se retrouve au fond de l'eau, il se retrouve sur du sable et il peut plus se nourrir, donc il meurt. Il y a aussi le piétinement, ça on en a vu et on l'a filmé. Les gens qui piétinent en fait les coraux pensant que bah, c'est pas très grave. C'est dur en fait, c'est du calcium donc c'est pas grave, mais non, ça se casse et ça fragilise le corail qui ensuite meurt. Et dernier point, bah, tout ce qui est déchets, crème solaire, ça c'est pas bon du tout pour les coraux. Donc tous ces points combinés font qu'aujourd'hui la réserve Cousteau, il n'en reste pas grand-chose. Il en est de même pour plusieurs endroits en Guadeloupe. Mais par contre, c'est vrai que les endroits qui sont un petit peu plus difficiles d'accès, qui sont à plusieurs mètres de profondeur, eux, ils sont quand même bien... Il y a beaucoup de cornes de cerf. Les cornes d'élan, c'est un peu plus compliqué. Enfin, il y en a plus beaucoup des cornes d'élan, en fait, en Guadeloupe, là. Mais voilà, il y a beaucoup de biodiversité, enfin ça se voit, il y a plein de tortues partout, c'est vraiment, c'est super chouette de plonger dans des endroits où le corail est encore en bonne santé, franchement ça fait vraiment plaisir à voir. Donc ça c'est vraiment parce qu'il y a moins de gens qui y vont, donc il y a moins de déchets, il y a moins de crème solaire, il y a moins de... coups de palme, coups de pagaie, etc. Donc évidemment, ça joue un petit peu. Après, c'est pas épargné par la pollution des eaux ni le CO2. Mais voilà, ça reste encore pour le moment bien vivant. Et ce qu'il faut savoir aussi, et ce qui est extraordinaire avec l'océan, c'est qu'il a un pouvoir de résilience vraiment incroyable. Je vais prendre un exemple qui est pas du tout des Antilles, mais qui est en Polynésie. C'est qu'en 2006, en bordure extérieure de Moorea, on pouvait observer 51% de coraux vivants. Donc c'est pas mal. C'est pas incroyable, mais c'est pas mal. En 2010, il y a eu une attaque de Taramea. En fait, c'est une étoile de mer assez énorme. Le nom un peu commun, c'est Couronne du Christ. Et par-dessus ça, il y a eu le cyclone Oli. Peut-être certains ou certaines auront des souvenirs. Et en fait, résultat, à la fin de cette année et de cette catastrophe, il en restait plus que 2% de vivants. Donc, c'était vraiment une catastrophe. Et 8 ans plus tard, donc en 2018... il y en avait 66% de vivants grâce à l'apport de larves sexuées. Donc c'est vraiment... c'est extraordinaire, quoi. En 8 ans, il y en a eu plus de vivants qu'en 2006 quand on a commencé les observations. Donc c'est vraiment bien. Donc il faut vraiment pas désespérer. En fait, c'est maintenant qu'on peut agir. En plus, on découvre de nouveaux récifs... pas tous les jours, je vais pas exagérer, mais assez régulièrement, on retrouve des récifs vivants dans des environnements qui devraient être hostiles pour eux, donc avec des pH faibles, avec des lumières faibles. Très récemment, il me semble que c'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises, on a découvert un massif à 172 mètres de profondeur, c'est énorme, et ils arrivent à survivre. Il y a même des coraux qui arrivent à survivre à 33 degrés, et donc... on peut faire quelque chose en fait, on peut vraiment agir. Après, en ce qui concerne la biodiversité des coraux, c'est autre chose, mais voilà, il y a un espoir, l'océan est résilient, le tout est de pas le laisser à l'agonie trop longtemps pour qu'il puisse se remettre sur pied après. En Polynésie, c'était grâce à l'intervention humaine et à des bénévoles que le massif corallien a pu reprendre
Oui, c'était avec l'ajout de larves sexuées, en fait. Les coraux ont plusieurs types de reproduction, et là, pour le coup, c'était une reproduction sexuée qui s'est passée. Hyper intéressant. Comment s'est passée ton expérience votre expérience au sein de Ocean Quest? Est-ce que tu as planté du corail? Quelles ont été tes missions? Comment ça s'est passé? On est partis à deux, donc avec Pierre, mon conjoint, parce qu'on est deux à avoir créé l'association Hello Tefiti. Donc on est partis là-bas pendant 3 semaines au Saintes pour vraiment planter. Et comme je le disais tout à l'heure, la formation pratique, on n'a pas pu la faire à Toulon, mais en fait c'était mieux, on l'a faite au Saintes, donc parfait. Là-bas, ça s'est extrêmement bien passé. Il y avait beaucoup de volontaires et on avait tous en fait nos rôles en fonction de nos prédilections. On n'est pas tous à l'aise en bouturage comme on n'est pas tous à l'aise dans l'eau. Moi, dans l'eau, je suis une vraie grenouille, donc aucun intérêt. J'ai laissé la place dans l'eau à des personnes plus expérimentées et qui étaient plus à l'aise, parce que le but, c'est pas de mettre les gens en difficulté, en fait, au contraire. Donc Pierre, lui, il était plus dans l'eau, donc il récupérait en fait du corail cassé. Parce que Ocean Quest, Global ou France, peu importe les antennes, ne prélève pas de corail vivant et surtout déjà bien en place. Parce qu'aucun intérêt, le corail, le massif, il est bien à sa place, ça sert à rien d'aller le couper pour en faire des boutures. Nous, en fait, avec Ocean Quest, on cherche des bouts de coraux qui sont, comme je le disais tout à l'heure, qui ont été cassés par des palmes ou peu importe l'origine, et qui sont dans le sable ou qui n'ont plus les moyens de se redresser. Donc d'une part pour avoir la lumière et d'autre part pour se nourrir en fait. Les polypes ils sortent des coraux et en fait ils attrapent les larves ou quoi que ce soit pour se nourrir, et là ils peuvent plus quand ils tombent. Donc en fait on les ramasse. Ils sont encore vivants, donc on peut tout à fait les sauver. Donc là, c'est du sauvetage pur et dur. Donc on les ramasse. Il faut pas les sortir de l'eau trop longtemps, sinon évidemment ils meurent. Donc on les ramasse, on les met dans des bacs ou des pochettes, toujours dans l'eau. Et en fait, toutes les opérations du début à la fin, ça se passe dans l'eau, même sur Terre, parce que sur Terre, quand on fait le bouturage, on le fait dans des grands bacs avec de l'eau de mer. Toujours de l'eau de mer, évidemment, c'est important. Donc en fait c'est tout simple, on prend le corail, on en coupe des petits bouts. En fait plus c'est petit et plus ça va repartir vite en fait. Parce que quand on a un gros bout de corail, ça demande plus d'énergie. Donc c'est logique. Du coup on coupe des petits bouts et on les recolle. C'est tout simple en fait. Donc sur autre élément important, on recolle les boutures qu'on a faites sur du substrat naturel en fait. Ocean Quest ne travaille pas avec des récifs artificiels. On prend vraiment ce qui vient de la mer parce que c'est naturel en fait. Pourquoi rajouter des choses qui entre guillemets n'ont pas lieu d'être dans l'océan? L'océan a déjà plein de ressources qu'on peut utiliser. Donc pourquoi ne pas les utiliser? On prend des roches, des cailloux, enfin tout ce qui peut accueillir en fait un substrat. Donc on le colle en fonction du diamètre de la pierre, on peut en coller 1 ou 2 et ensuite on les colle tout simplement avec de la superglue. Donc c'est pas nocif ni pour l'environnement ni pour les hommes. Il y a de la colle chirurgicale qui existe, donc c'est pas du tout nocif. Surtout on en met 1 point, 1 goutte, donc c'est très peu envahissant. On fait attention à pas en mettre sur les polypes, évidemment, sinon ça va recouvrir le polype et l'action aura été inutile. Et par-dessus, on rajoute du catalyseur, en fait, donc c'est du calcium, donc ça va fortifier la colle, et en plus ça va nourrir le corail. Donc, parce que le squelette c'est fait de calcium, donc ça va aider le corail en fait à repartir. Donc du coup, moi, ma mission, c'était ça, c'était de faire du bouturage. Donc j'ai appris avec Sandrine à faire des belles boutures. Donc faut vraiment être minutieux, parce que si ton bouturage il est mal fait, que la colle elle est mal faite, ben tu vas remettre le corail à l'eau et il va céder et ça va servir à rien. Donc c'est très minutieux comme travail.
Et la prochaine mission, le but, c'est d'avoir plusieurs en fait, endroits où on va faire du bouturage, en fait, plusieurs secteurs. Donc ça, c'était vraiment mon truc, de prendre avec la pince, de bouturer, de couper des bouts, de coller correctement, de vérifier, etc. Ça, c'était vraiment mon truc. Et il y en avait d'autres. C'est assez physique quand même, c'est de prendre les bacs, d'emmener tous les coraux jusqu'à la nurserie, de descendre et de les positionner correctement. Donc chacun a un travail quand même assez minutieux et important. Donc chaque maillon de la chaîne est très très important. Donc chacun peut trouver vraiment midi à sa porte. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas besoin en fait d'être plongeur. On n'a pas besoin d'avoir son niveau. Même si on fait que de l'apnée en masque tuba, on peut planter en fait, parce que aucun intérêt de mettre des nurseries à 20 mètres. Là, c'est 3, 4, 5 mètres et c'est assez accessible finalement. Donc voilà, c'est plutôt... C'est vrai que c'est assez physique, mais c'est pas impossible à faire, vraiment. Et n'importe qui peut rejoindre l'association et devenir bénévole pour replanter du corail ? Oui, alors du coup, dans le cadre de cette mission, avec mon conjoint, comme on tourne un documentaire, on a réalisé une vidéo pour expliquer ce que c'est Ocean Quest et comment ça marche les plantations. Donc on a fait ça pour Ocean Quest de manière bénévole, voilà, pour expliquer comment ça se passe vraiment. Et le message de fin, c'est tout le monde peut devenir jardinier du corail. En fait, c'est vraiment ça le but. La seule chose importante à avoir, c'est un masque et un tuba, en fait. On n'a pas besoin de savoir plonger. Bon, il faut savoir nager, évidemment. C'est mieux quand même. Mais voilà, on n'a pas besoin de plonger à 20 mètres de fond. Le but, c'est vraiment de nager, d'être minutieux, consciencieux et d'amener le corail au bon endroit, de le mettre en sécurité et c'est tout. Tout le monde peut le faire. C'est abordable pour chacun. Même si on a peur de l'eau, on peut agir sur Terre, comme je le disais, en faisant des boutures. Hein. Y a pas... Chacun peut avoir un rôle. C'est vraiment accessible à tous et c'est ça aussi le message fort d'Ocean Quest global, France, peu importe, c'est que tout le monde peut le faire et surtout là on n'a pas le temps en fait d'attendre qu'il se passe quelque chose. Tout le monde peut agir, donc si quelqu'un veut agir, pas de problème, faut le faire. Une fois qu'on a la technique, il faut juste trouver un cadre pour le faire et puis c'est parti. Génial, ça donne envie. Est-ce que vous avez eu la chance de rencontrer d'autres bénévoles ? Est-ce que vous avez pu en savoir un peu plus sur leur expérience, d'où ils arrivaient ? On a rencontré plein de bénévoles et je sais pas s'il y a des auditeurs ou des auditrices qui sont déjà allés aux Saintes, mais c'est une toute petite île en fait au large de la Guadeloupe et ça fait vraiment village. Donc même les habitants, au bout de 3 semaines, ils savaient pourquoi on était là, parce que le but, comme je disais tout à l'heure, c'est pas d'agir dans le dos ou contre, c'est vraiment d'agir avec eux. Donc ils savaient très bien pourquoi on était là et ils étaient très intéressés et on a vécu avec d'autres bénévoles, donc chacun logeait là où bon lui semblait, mais on était du matin au soir tous ensemble. C'était vraiment très harmonieux, chacun était à sa place, chacun avait son rôle. Sans se marcher sur les pieds et on avait tous nos petits trucs, des petits conseils pour les autres. Si par exemple j'ai rencontré maintenant Delphine qui est devenue une amie, elle qui est très très habile sous l'eau et qui à l'inverse de moi n'est pas très habile en bouturage, grâce à elle j'ai progressé en plongée et elle a progressé sur Terre. Et récemment, on a fait un stage d'apnée ensemble pour du coup se perfectionner pour la prochaine mission corail. On a rencontré plein de gens et vraiment de milieux différents et surtout de tous âges. On pourrait croire que c'est quelque chose qui touche les jeunes générations. Mais en fait, quand on était là-bas, il y avait vraiment des gens, je sais pas quel était l'âge minimum, mais je dirais 25 ans, quelque chose comme ça. Et on était aussi avec Muriel et Guy,
Guy est un gendarme retraité. Muriel travaille dans un institut de beauté. Donc, vraiment, ça touche des gens de tous horizons. Donc, tout le monde, en fait, peut participer. Et surtout, chacun était concerné, malgré, entre guillemets, son milieu professionnel. Parce que c'est vrai que les gens qui travaillent dans l'environnement, bien sûr, ça les touche. Mais le but d'Ocean Quest, c'est de toucher chaque personne. Et c'est encore plus important, en fait. Parce qu'une fois qu'on est sensibilisé, on sait à peu près la mécanique à adopter. Alors que quand c'est pas notre milieu de prédilection, l'effort est un peu plus important. C'est comme quelqu'un qui veut devenir végétarien et qui a mangé de la viande toute sa vie. La mécanique et l'effort est plus important que quelqu'un qui est végétarien qui veut devenir vegan. Une fois qu'on est dans le rouage, ça se fait tout seul, entre guillemets. C'est pas si simple, mais voilà. Et là, c'était vraiment des gens qui venaient de tous horizons et on a passé des moments vraiment bienveillants. Si quelqu'un était fatigué, pas de problème, on prenait le relais. Ça faisait vraiment... c'était une expérience vraiment, vraiment bien. Ça faisait pas du tout travail à la chaîne, pas industriel. En fait, on est là pour sauver du corail, mais le but du jeu, c'est pas d'épuiser non plus les volontaires, parce qu'un volontaire fatigué ne fera pas un travail correct, entre guillemets. Il se peut qu'il y ait des erreurs, par exemple un petit coup de glu malencontreux, ou voilà. En plus, ça peut être dangereux. Il n'est pas question de faire un malaise sous l'eau, ou un accident, ou quoi que ce soit, parce que c'est vrai que quand on fait les missions... Souvent, il y a des plongeurs bouteilles en fait, qui sont là pour réceptionner les coraux. En fait, les apnéistes amènent les coraux aux plongeurs qui, eux, ensuite, vont prendre le temps, vu qu'ils ont des bouteilles et le temps de respirer, vont prendre le temps de les poser délicatement dans la nurserie. Et voilà, c'est quand même... il faut pas être fatigué quand on fait ce genre de mission. Donc ça arrive à tout le monde d'avoir un petit coup de fatigue, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est très physique. Mais il n'y a pas de souci, chacun trouve sa place, et surtout on y va doucement, on ne va pas contre les éléments non plus. S'il y a trop de vagues, ça sert à rien, les coraux risquent d'être cassés, donc on n'y va pas. S'il y a trop de vent, du mauvais temps, il y a aussi un jour où on a eu un problème, en fait les bouches d'égout ont débordé. Donc du coup, les eaux usées se sont déversées, et donc c'était potentiellement dangereux, et donc on n'a pas fait de mission ce jour-là. À l'issue de cette expérience, vous avez fini de tourner cette partie du documentaire, vous êtes rentrés, comment ça s'est passé ? C'est le cœur lourd qu'on a vu la mission s'achever pour nous. Donc on est rentrés à Malandure. On est retourné voir un petit peu la réserve Cousteau. On est retourné voir Antoine Maestracci, qui est un guide de randonnée qui travaille à la réserve Cousteau et qui vit là-bas depuis une 15aine d'années, qui est spécialiste des coraux. Donc on a refait des interviews, on est retourné voir les coraux. Et on a eu un sentiment quand même d'inachevé, parce que il y a beaucoup de choses en fait à voir là-bas et à explorer entre guillemets en matière de questions éthiques et écologiques. Par exemple, pour ce qui concerne le plastique, le recyclage, la pollution et l'agriculture. Comment ça se passe là-bas. Et en 1 mois et demi, on a eu beaucoup de questions et de pistes qui restent à creuser. Donc on a tourné, on va dire, 80% du documentaire. Il nous reste encore 2 pistes à creuser. Donc pour nous, on va y retourner. En fait, là, en fin d'année, on a décidé d'y retourner pour creuser la question du recyclage là-bas, pour savoir comment ça se passe. Et la question de la pollution des sols, parce que on n'est pas sans savoir qu'il y a eu un scandale à la chlordécone, là-bas, qui a touché malheureusement les Antilles, pas que la Guadeloupe, les Antilles. Là-bas, le taux de cancer est explosé, contrairement à chez nous. Un certain type de cancer, bien sûr,
pas tous, heureusement, mais voilà, il y a un certain type de cancer qui là-bas est explosé en raison de l'usage intensif de la chlordécone. Donc on a commencé à, entre guillemets, enquêter là-dessus, et on a encore des interrogations, des pistes à éclaircir, parce qu'il y a quand même des points d'ombre encore qui subsistent et qu'on aimerait bien éclairer. Donc on y retourne pour ça principalement à la fin d'année. Et nous, on travaille aussi en parallèle un petit peu pour Ocean Quest. On essaye de réfléchir à comment ça va se passer la prochaine mission. Parce que Ocean Quest France, évidemment, a commencé une mission là-bas, donc va y retourner jusqu'à ce qu'on puisse prendre nos bébés coraux et les remettre dans un endroit parfait pour eux. Donc là, cette année, on est très 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 content parce qu'on a trouvé un partenaire, donc Mathieu, qui est du Jardin des Colibris. Et grâce à lui, on va pouvoir commencer une nouvelle mission à Des, en plus de la mission aux Saintes. Donc on est vraiment super contents parce que les missions s'élargissent et c'est le but. Hein. Le but, c'est de faire des missions dans toutes les zones françaises, parce que comme je le disais tout à l'heure, la France a sous sa responsabilité beaucoup de coraux dans plusieurs océans, donc là ça commence à prendre et on est vraiment très contents. Donc là le but c'est d'y retourner pour œuvrer du côté de Des et en parallèle continuer la mission aux Saintes. Donc voilà, pour nous ça va être plutôt mission un petit peu fin de tournage pour ce qui est ces questions-là. Et dans quelques jours, on s'en va par voie terrestre en Islande pour terminer notre documentaire. Là, on rentre tout fraîchement de Slovénie, où on est allé également sans avion pour s'intéresser aux abeilles et aux néonicotinoïdes, qui ont fait leur grand retour en France pour notre plus grand malheur, et qui pourtant est interdit depuis de nombreuses années en Slovénie. Donc comment ils font, c'est la question qu'on s'est posée, donc on est allé voir de nous-mêmes. Et en Islande, donc là on y va bientôt, donc par voie terrestre, hein, toujours dans l'idée de tourner ce documentaire avec pas d'avion. C'est le but, hein, évidemment, comme pour l'Asie, d'y aller sans avion. Donc là, on va en Islande sans avion. C'est très long, mais on y va. Donc pour se poser la question de l'éthique animale, parce qu'il faut savoir jusqu'au printemps 2020 à peu près, l'Islande pratiquait la chasse à la baleine, qui maintenant est interdite, heureusement. Donc on va s'interroger un peu là-dessus sur leur lien avec le monde animal, parce que c'est vrai que l'Islande c'est une île un petit peu c'est pas un climat simple, donc pour se nourrir, etc. Donc pourquoi, comment ils font, etc. Donc on va s'interroger là-dessus là-bas, et puis surtout les énergies, hein, parce que comment ils font dans cette île pour réussir à survivre, alors que c'est pas très accueillant comme endroit. Donc ça va être ce genre de questions. Donc il y a plein de choses qui se passent, et pour l'association Ocean Quest et pour l'association Hello Te Fiti. Donc on est vraiment vraiment chargé, mais c'est vraiment des bonnes nouvelles, parce que ça se voit que les choses changent. Pas facile à dire. Merci beaucoup, Alizée, c'était passionnant. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau lors de la sortie de votre documentaire. Et de toute façon, j'indiquerai les liens utiles dans la barre de description pour que les auditeurs et les auditrices puissent suivre vos aventures et puissent visionner le documentaire une fois qu'il sera sorti. Merci beaucoup. Oui, pour nous, la bande-annonce sort dans un mois. On est très contents, on a hâte, on est impatients, et merci beaucoup de m'avoir reçu en tout cas. Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Si vous aussi, vous souhaitez devenir jardinière ou
Si vous aussi vous souhaitez devenir jardinière ou jardinier du corail, n'hésitez pas à consulter la barre de description, dans laquelle vous retrouverez le site internet d'Ocean Quest France. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode consacré au commerce équitable, et d'ici là, prenez soin de vous, à bientôt.